Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinar 1 million d'euros en 20 ans, un cas concret. Tout d'abord, je dois vous rappeler que ce cas concret est un exemple qu'on a voulu vous préparer pour vous montrer la méthode pour atteindre 1 million d'euros en 20 ans. Chacun d'entre vous est un cas particulier, donc nous vous invitons à vous rapprocher de nous pour voir comment vous aussi vous pouvez atteindre ce bel objectif. Ça va se passer de la façon suivante, 4 parties. D'abord, les fondamentaux de votre patrimoine. Ensuite, comment on les optimise. Évidemment, en troisième partie, je vous présenterai le fameux cas concret. Et nous finirons par répondre à vos questions. Pour cela, deux invités de qualité, Nadine Trémolière, directrice de Primonial Portfolio Solutions, et Franck Ingalls, directeur commercial de la société de gestion SCPI Intergestion. N'oubliez pas que vous pouvez dès maintenant vous inscrire à notre newsletter et évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux, en particulier le petit dernier, TikTok. Allez, on y va. Allez, pour commencer, on va parler de la première partie, comment construire les fondamentaux de son patrimoine. Alors attention, petite blague de gestion de patrimoine, comment on pose la première pierre. Parce que évidemment, après des sondages, on a regardé quels étaient les principaux objectifs de nos clients et de vous, nos auditeurs. Alors le premier objectif, figurez-vous, c'est protéger sa famille et se protéger. Alors ça veut dire quoi? Ça englobe évidemment tous les niveaux d'assurance, mais également l'argent qu'on peut mettre de côté pour demain, soit pour soi-même, soit pour les siens. Donc c'est vraiment un sujet qui est très important, qui sera toujours en fil rouge de tout ce débat d'aujourd'hui et de finalement de nos échanges avec mes partenaires. Bien sûr, aujourd'hui, on va aussi parler du deuxième objectif qui est de se loger. Besoin fondamental s'il en est. Et se loger, ça implique forcément le rêve français, le rêve latin d'avoir sa résidence principale. Est-ce que c'est le sujet principal et numéro un? On va en parler aussi, j'ai mon avis, ça fera partie évidemment des éléments à développer dans ce cas concret. Troisième objectif principal qui ressort auprès de nos clients et auditeurs, c'est préparer sa retraite. Évidemment, c'est un gros sujet ces derniers mois, donc j'imagine que c'est revenu un peu sur le terrain. Même les plus jeunes d'entre vous, finalement, commencent à se poser de vraies questions là-dessus. Il y a aussi se constituer des revenus complémentaires, ce qui est assez lié finalement avec la retraite, parce que se constituer des revenus complémentaires, ça peut être pour maintenant, mais ça peut être aussi donc pour la retraite. Donc vous voyez comme quoi les objectifs fondamentaux sont tous très mêlés. Et puis globalement, l'objectif qu'on retrouve très souvent, rarement en première position, mais très souvent dans nos classements des 3 ou 5 objectifs préférés de nos clients, c'est se constituer ou valoriser un capital ou un patrimoine, qu'il soit immobilier ou financier. Par exemple, un bien immobilier qui nous a été transmis, une somme d'argent qui nous a été donnée. Tous ces éléments-là font partie finalement de la réflexion qu'on doit avoir, nous conseillers en gestion de patrimoine, et que vous devez avoir lorsqu'on réfléchit à préparer une stratégie patrimoniale. Et on est là pour ça, puisqu'on va essayer de se constituer 1 million d'euros en 20 ans. Alors pour ça, évidemment, on va imaginer qu'il va falloir se faire aider. Et la première aide, même si c'est moins évident ces derniers mois, c'est d'utiliser le levier du crédit et l'emprunt bancaire. Pourquoi? Parce que, par exemple, sur la résidence principale, qui est un des objectifs évidemment principaux des Français, et je suis sûr que vous vous posez la question, de pouvoir emprunter la totalité de la somme, même avec un peu d'apport, vous permet non seulement à terme de vous créer une somme d'argent qui fera partie de notre cas concret, mais surtout, dès maintenant, d'habiter dans le bien, d'en jouir, et non pas de devoir épargner pendant 20 ans pour pouvoir à ce moment-là acheter votre résidence principale. Donc le levier du crédit, c'est très important. Il était évidemment extrêmement favorable ces 10 dernières années. C'est plus compliqué pour les plus jeunes d'entre vous d'imaginer que les taux bancaires avant 2008-2009 étaient au-dessus de 4% et que des gens croulants comme moi, évidemment, ont connu plus de 5% au début de ma carrière pour mes clients. Donc, c'est pas un frein, c'est au contraire un levier qu'il faut prendre en compte, surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'un projet sur 20 ans. Donc, si les taux sont remontés brutalement ces derniers temps, il y a des chances qu'à un moment donné, ils stagnent, voire même qu'ils redescendent un peu. Et comme on a du temps, je vous conseille évidemment d'utiliser le levier du crédit. Et vous savez qu'en France, lorsqu'on fait un emprunt, on doit prendre une assurance décès invalidité. Et on parlait du premier
objectif patrimonial des Français, qui est se protéger et protéger les siens, eh bien, quand vous empruntez une somme d'argent pour acquérir un bien immobilier, que ce soit votre résidence principale, une résidence secondaire, du locatif, de la SCPI, peu importe, si vous prenez une assurance décès invalidité, la fameuse ADI, et qu'il vous arrive quelque chose, eh bien, vous vous protégez en cas de handicap et vous protégez surtout vos héritiers si jamais vous décédez. Donc c'est très important parce que voilà typiquement quelque chose que j'ai pris en compte dans mon cas concret pour pouvoir croiser différents objectifs et finalement répondre non seulement à votre envie d'avoir 1 million d'euros dans 20 ans, mais aussi à votre besoin de le faire correctement. Maintenant, on va aussi tout de suite dans les besoins fondamentaux, vous expliquer, c'est la base, il faut épargner le plus tôt possible. Que vous ayez 25, 30, 35, 40 ans, il faut très vite mettre en place des mécanismes réguliers et progressifs d'épargne pour vous forcer petit à petit à rentrer sur les marchés financiers au travers de différents supports. Évidemment, je vais moi vous proposer l'assurance vie, vous savez, je l'appelle souvent le couteau suisse de la gestion de patrimoine parce que ça correspond à énormément de choses. En multi-support, on peut faire finalement quasiment de la bourse, j'utilise ce gros mot pour vous tous, on peut faire de la succession, on peut faire de la protection. Donc là aussi, on est vraiment sur le produit parfait pour englober la grande majorité de vos objectifs. Et puis on peut aussi parler du plan d'épargne retraite pour ceux qui sont peut-être un peu plus âgés aujourd'hui et qui ont peut-être moins d'années pour finalement arriver au bout de ces 20 ans et de ce million d'euros. Pourquoi ne pas utiliser le plan d'épargne retraite? Comme ça, il y aura un avantage derrière, potentiellement, sur les sommes. On en reviendra évidemment dessus pendant évidemment ce webinaire ou alors sur les vidéos que vous retrouvez sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et sur YouTube. Allez, d'abord pour commencer, je regarde si je vois arriver les questions. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On en a déjà eu beaucoup. Et plus on va rentrer dans le détail, plus évidemment, j'imagine que des questions vont venir. Bon, avant qu'on attaque plus précisément avec mes deux invités, je vais vous poser quand même la question, parce que je suis un peu obligé. Vous, en tant que professionnel du patrimoine, mais également, j'imagine aussi, en tant qu'investisseur, contribuable, épargnant, qu'est-ce que vous avez fait en premier? Nadine, quel a été ton premier réflexe et qu'est-ce que tu vois, toi, qui rencontre finalement beaucoup de clients et beaucoup de CGP? Alors moi, j'ai eu l'avantage, bonjour Stéphane, moi j'ai eu l'avantage de commencer dès le début de ma carrière pratiquement dans les marchés financiers. Donc c'était un peu plus facile pour moi d'y avoir accès. Donc j'ai commencé à ouvrir un PEA, l'équivalent du PEA maintenant. Ensuite, je suis passé rapidement sur l'investissement locatif. On avait à l'époque, encore une fois, les cheveux blancs sont aussi là, pour attester qu'on avait des dispositifs qui étaient quand même un peu plus intéressants que le Pinel. Donc j'ai bénéficié un peu de ces précédentes moutures de l'investissement locatif. Et puis après, je suis passé à la RP, à la résidence principale. Donc voilà, pour moi, j'ai un petit peu utilisé les 3 leviers avec du crédit, tel que tu le disais, à la fois sur la partie immobilier direct et immobilier locatif. Et des crédits avec des taux qui étaient élevés, que tu as renégociés, enfin tu as vécu tous ces cycles. Exactement, exactement. Je veux dire, l'avantage du prêt, c'est que quand on vend sa maison et qu'on en rachète une autre, on a le prêt qui arrive à échéance, donc on peut le renégocier, ou on peut effectivement même le renégocier dès que les taux baissent. Donc effectivement, au début de ma carrière, j'avais des taux qui étaient plus proches des double digits, comme on dit en Angleterre, que les 3 ou 4% qu'on a connus ces dernières années. Oui. Bon, super, merci. Franck? Alors, les cordonniers sont-ils les mieux chaussés? Ouais, c'est la vraie question aujourd'hui. C'est la question que je me pose avec cette question. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai envie de dire, j'ai suivi un chemin très classique. D'abord la résidence principale avec le maximum de crédit en vidant tous les tiroirs pour y parvenir. De l'investissement locatif. Ensuite, pas forcément dans des formats de défiscalisation, mais plutôt dans des choix de localisation pour faire de la location meublée en particulier. Et puis, en parallèle, de l'épargne programmée. Sur des véhicules long terme comme l'assurance vie, avec plutôt une sensibilité dynamique en dépit de mon univers immobilier à moi, et puis bien sûr de la SCPI. Voilà, j'ai cette passion et j'en parlerai tout à l'heure. Et puis aussi un peu de crypto en tout cas. Depuis une sensibilité en tout cas aux actifs réels. Qui est forte dans mon patrimoine en général. Qui est plus récente, j'imagine. C'est plus récent, ou alors monsieur a déjà 1 million qu'il a eu en 2 semaines parce qu'il avait acheté des bitcoins il y a 10 ans. Oui, et puis maintenant, il a reperdu depuis. Ça vaut 2000 maintenant, en effet. Non, depuis le Covid, en fait, où on a eu un peu de temps à la maison, je me suis intéressé aux cryptos, mais voilà, un angle plutôt actif réel, plutôt construit en épargne programmée et à crédit. J'imagine qu'on va avoir des questions, on en a déjà eu rien que pendant qu'on préparait
ce webinaire. D'ailleurs, j'en profite tout de suite, on fait un petit sondage dont on aura les résultats à la fin et puis qu'on vous partagera plus en détail sur les réseaux quelques jours après ce webinaire. Vous, aujourd'hui, quel est l'objectif principal qui vous occupe actuellement? Je vous laisse répondre pendant ce webinaire et puis on reviendra vers vous pour voir si ça correspond un peu à ce que je vous disais au début et à ce qu'on a comme information auprès de notre clientèle. Alors, deuxième partie, une fois qu'on s'est dit ça, une fois qu'on a posé les fondamentaux, donc potentiellement acheter sa résidence principale, rentrer sur les marchés financiers, utiliser les leviers comme le PER, à la fois pour épargner, mais également peut-être pour profiter de la défiscalisation du PER, comment globalement on optimise son patrimoine et comment on développe, on va soulever le capot en gros, ce que vous venez de donner comme exemple, même vous à titre personnel, c'est ce que vous faites toute la journée évidemment. Nadine, on va parler diversification, on va parler aussi maîtrise de risque, parce que l'important sur 20 ans, c'est qu'on a beaucoup de temps. Donc beaucoup de temps, ça veut dire qu'on a une maîtrise des incertitudes peut-être plus importante. On n'est pas sûr qu'il y aura zéro risque, mais on se dit finalement, on peut voir venir et on a la possibilité de faire évoluer notre épargne, notre patrimoine, notre stratégie. Alors justement Nadine, d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie pour rappeler finalement ton savoir-faire et la valeur ajoutée de ta présence, et je te remercie parce que je sais que ton temps est compté, et puis nous rappeler les bases finalement d'un bon patrimoine et d'un bon portefeuille. Donc Nadine Trébolière, je suis directrice d'un département au sein de Primonial qui s'appelle Primonial Portfolio Solutions. En fait, on est un peu les experts financiers, on scrute les marchés financiers toute la journée et on accompagne nos partenaires, nos clients sur des allocations d'actifs, plutôt type financier, mais global, je veux dire, fondamentalement, on ne s'arrête pas uniquement au financier, on va rentrer sur l'immobilier, on va rentrer sur du fonds d'euros, on va utiliser tout le panel possible de produits à notre disposition pour effectivement faire fructifier le patrimoine de nos clients. Donc ça, c'est effectivement l'objectif principal. Et l'objectif, je dirais presque second, qui est presque primordial, c'est de s'adapter exactement à la demande du client. Encore une fois, on essaie de ne pas faire de l'automatisation. Chaque client est différent, chaque client a un objectif différent, a une sensibilité différente, a des objectifs différents, des horizons d'investissement différents. Donc on essaie vraiment de s'adapter à cela. L'utilisation, comme tu le disais, des supports, les plus courants qu'on utilise le plus, c'est effectivement l'assurance vie, le contrat assurance vie. Tu parlais de couteau suisse, je pense que c'est un bon exemple. Je pense que ce qui est la clé qu'on oublie souvent de donner, c'est que lorsqu'on ouvre un contrat d'assurance vie, il y a un certain nombre de réflexes qu'il faut avoir. Le premier, et je pense qu'on a commencé un petit peu à en parler, c'est diversification. Diversification, on a la chance de plus en plus, et ça c'est peut-être un peu la nouveauté, vous savez c'est créé depuis à peu près une trentaine d'années, mais on voit que chaque année, l'ouverture de ces contrats se fait aux particuliers à de plus en plus de classes d'actifs qui étaient avant complètement, on va dire, dédiées à des professionnels, et maintenant on arrive à les avoir dans des contrats assurance vie. Donc ça c'est le premier point, donc cette diversification. Le second point, et je pense que souvent on l'oublie, c'est que vous le disiez, quand on constitue un portefeuille ou un patrimoine, c'est rare qu'on ait une somme d'argent aujourd'hui à faire fructifier et qu'on s'arrête là. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on va faire du programmé, c'est-à-dire qu'on va, au fur et à mesure de l'évolution de sa situation patrimoniale, de sa situation salariale ou de travail, quoi qu'il arrive, il faut pouvoir rentrer régulièrement dans les marchés de façon générale et de faire un petit peu cette programmation. Et je pense que c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément en tête, de faire cette épargne régulière qui va permettre de constituer un portefeuille, un patrimoine et qui va évoluer dans le temps. Donc je dirais deux mots clés, diversification et versement programmé. Évidemment, par ton expérience Nadine, aujourd'hui, en plus le client, son profil de risque que des conseillers en gestion de patrimoine comme nous doivent d'abord définir. C'est très très important lorsque vous rencontrez un professionnel de poser à plat votre situation et de définir votre profil de risque avant de vous lancer. Vraiment, c'est une astuce importante. C'est plus qu'une astuce, même c'est un conseil que je vous donne. On sait que ces profils, ils évoluent, parce que là, on parle donc de se projeter dans 20 ans. Donc évidemment, on n'a pas les mêmes problématiques à 35 qu'à 25 ou à 45 qu'à 25. Donc toi aussi, les allocations, finalement, elles évoluent au fil du temps par rapport simplement à l'âge
et à la famille de chacun d'entre nous. C'est ça qui est important. C'est comment tu arrives à suivre. C'est par des professionnels comme nous que tu passes. Je me permets de faire une petite modification par rapport à ce que tu dis. Souvent, on dit aux clients, donnez-moi votre profil de risque. Et souvent, j'ai des clients en face de moi qui me disent, mais j'ai pas de profil de risque. J'ai par contre une horizon d'investissement. J'ai une temporalité de ce que je veux faire. Et on peut très bien avoir des clients qui ont 2, 3 contrats avec des temporalités différentes, des horizons d'investissement différents, et donc le plus court sera forcément un peu plus prudent que le plus long qui sera plus long terme. Je pense que dans notre émission, tu veux traiter, on va dire, un temps un peu plus long, le 20 ans, mais voilà, la notion de profil de risque, c'est davantage, effectivement, quel est votre horizon d'investissement. Je pense que c'est peut-être plus important de parler de cela que réellement profil de risque, où souvent les clients, en fait, ils veulent gagner de l'argent sans trop en perdre. Hein. C'est souvent le mantra qu'on a. Donc, le ratio risque-rendement. Le ratio risque-rendement. Voilà, le moins de risque possible pour le plus de rendement. Enfin, on est tous pareils. Et sans fiscalité. Et évidemment, sans fiscalité, avec une liquidité totale. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est justement optimiser ce couple risque-rendement, mais en le transformant pour nos clients en horizon d'investissement. Voilà. Très bien. C'est une très bonne remarque. Merci Nadine. Alors, justement, dans ce cadre-là, on va rentrer tout de suite les pieds dans le plat, parce que j'ai invité Nadine aujourd'hui pour vraiment parler marché financier, et on pourra répondre à plein de questions là-dessus, puis elle va nous donner ses petites astuces sur l'allocation juste après. Et puis je voulais que Franck nous rejoigne, parce que Franck va présenter évidemment sa société, mais il va représenter un peu la classe d'actifs immobiliers. On en parle beaucoup aujourd'hui, et elle est évidemment dans un patrimoine incontournable. Donc les SCPI, à quoi ça sert dans un patrimoine, mon cher Franck? Alors là, je peux te laisser dérouler. Reparle-nous un petit peu d'intergestion, en revanche. Alors, on a 3 heures, c'est ça? Vas-y. Je suis Franck Ingalls, donc je suis le directeur de la distribution pour Intergestion, qui est une société indépendante, pure player de SCPI. On conçoit, on gère et on pilote uniquement des SCPI depuis 30 ans, avec une logique qui finalement un peu les fondements de ce que tu posais pour ce webinaire, c'est-à-dire une approche, on va dire, par les besoins essentiels. Très connu depuis le post-Covid, en effet, une lecture basée sur ces besoins essentiels, des actifs qui répondent à des besoins essentiels, et puis un contre-pied aussi du marché où on parle en immobilier de l'emplacement en critères les plus importants. Nous, on va mettre le locataire au centre, une approche où on va d'abord sélectionner le locataire, sa résilience au cycle, sa force en termes de modèle, et pour le coup, ça crée des différences qui sont importantes dans des moments où généralement plus creux. Donc ça, c'est le point clé d'intergestion aujourd'hui. Ok. Avant de creuser ça, SCPI, pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas, sociétés civiles de placement immobilier sont des sociétés qui acquièrent et qui gèrent des parcs immobiliers en mutualisant à la fois la force de frappe pour acquérir les biens, et gérer de façon plus professionnelle, on va dire ça comme ça, institutionnelle est le mot qui est souvent utilisé. Et puis surtout, cela permet de mutualiser les risques, puisque vous multipliez le nombre d'actifs au sein de la SCPI, et vous n'êtes pas simplement exposé à un seul bien immobilier si on devait le comparer avec l'acquisition d'un studio en tant que particulier. Excuse-moi Franck, je resituais ça au cas où. C'est parfait. Donc justement, par rapport à ça, la SCPI, ça mutualise, ça aussi enlève beaucoup de soucis de gestion. Ah oui, dans le cadre d'un patrimoine où on a 20 ans devant nous, imagine-toi, on a des auditeurs qui ont 25 ans, ils veulent se lancer, la SCPI, ça peut leur apporter quoi? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette classe d'actifs immobiliers, on est déjà matériellement sur un temps long. Hein. L'idée d'une SCPI, c'est d'acheter, de ne pas changer tous les 2 ou 3 ans de stratégie ou d'actifs, c'est d'investir sur un temps long. Tu l'as bien expliqué, la SCPI, ça apporte aussi ce que Nadine considérait comme prioritaire, hein. Tout de suite une diversification, l'accès à des biens qu'on pourrait difficilement acheter soi-même, donc un univers professionnel, et puis le fait de gommer tout souci de gestion, puisqu'elle est déléguée à la maison de gestion qu'on représente, et donc c'est un peu, de manière subjective, l'immobilier en mieux, puisqu'on n'a pas de souci de gestion. Parfois ça peut faire la différence. L'idée de la SCPI aussi, c'est de pouvoir composer son patrimoine en choisissant différentes SCPI, différentes stratégies, pour passer, on va dire, au mieux les différents cycles, de s'éloigner aussi peut-être des tendances et d'être aussi sur des outils qui sont très diversifiés. Autre point très important, on parlait de retraite ou des besoins finalement. On peut changer d'horizon, mais nos besoins restent pérennes. L'idée de la SCPI, c'est avant tout une machine à distribuer des loyers, hein, une SCPI. Donc c'est une mécanique de rente, c'est un produit pur qui a été construit pour délivrer des revenus, qu'on veut, nous, le plus homogène, le plus régulier aussi possible. Donc la SCPI, ça va... Je ne peux pas prendre l'expression du couteau suisse à l'assurance vie. Il y a un petit peu moins d'outils, d'ustensiles sur le couteau suisse qu'est la SCPI, mais pour moi, ça répond à pas mal d'objectifs patrimoniaux, de constitution de patrimoine.
On peut le faire en épargne programmée aujourd'hui en SCPI. On a beaucoup rendu accessible la SCPI aussi. On le reverra sur les modalités. Hein. C'est 200 € pour plus et 25 € par mois chez nous. Donc voilà, c'est ultra accessible. Ça permet à tout le monde d'aborder ces univers. Et même ça très permet, tôt, même pour les même plus très tôt, jeunes c'est ça. au départ. Et Ok. on peut le faire en démembrement, on ne rentrera peut-être pas dans ce détail. Et on peut aussi se générer des revenus complémentaires, réinvestir automatiquement ces revenus. Donc hyper fluide. C'est un très bon outil pour aller sur l'immobilier. Nadine n'a pas commencé par sa résidence principale, c'était assez novateur, je pense, dans les cycles. On dit d'abord ma résidence principale, peut-être qu'on le dit encore aujourd'hui. Nous, on considère aujourd'hui dans les grandes villes, sur des populations plus jeunes, parfois c'est dur d'accès, Très juste. un peu le crédit, mais parfois les prix ayant augmenté, c'est difficile d'acheter sa résidence principale. C'est une façon aussi de faire de l'immobilier très vite, de manière très mobile aussi. Donc la SCPI, c'est un produit qui a été créé il y a 60 ans. Mais qui est pour moi encore très effervescent, très novateur, puisqu'il répond à pas mal de problématiques pour toucher l'immobilier d'une façon générale. Pour faire simple, et puis on reviendra après, je te poserai évidemment la question du portefeuille magique de SCPI, parce que je sais que tu vas défendre, et j'en suis ravi, Intergestion, mais je sais que tu as beaucoup d'expérience et tu donneras des bons conseils à nos auditeurs. Mais là, d'abord, comment on peut souscrire la SCPI? Ça se souscrit en direct, on peut le mettre dans l'assurance vie. Tu parlais évidemment, ça génère des revenus, donc là aussi, on peut utiliser le levier du crédit, évidemment. Oui, tout à fait. C'est de nature immobilière, donc on peut exactement faire la même chose. On appelle ça la pierre papier. Ça porte bien son nom. Il y a un certificat de propriété comme pour un actif, un appartement, une maison en réel. En revanche, on ne passe pas chez le notaire. On passe pas chez le C'est notaire. plus rapide quand même. On signe. Il y a 3 docs à signer, donc c'est forcément plus léger. Je dirais que c'est aujourd'hui très facile de le faire. En effet, directement soi-même, mais moi je conseille toujours aussi de passer par des professionnels pour accompagner et la sélection et la construction par rapport aux objectifs de chacun. On a dit qu'elle était propre, donc voilà, allez voir son conseiller en gestion de patrimoine pour faire cette sélection et accompagner la souscription. Par contre, c'est hyper simple, c'est digital. Aujourd'hui, c'est super fluide. Signature électronique. Signature électronique, bien sûr. Les SCPI sont éligibles à l'assurance vie? Quand les assureurs le veulent, oui, tout à fait. Okay. Donc, on peut le mettre dans des enveloppes fiscales qui sont plutôt sympathiques en assurance vie, en effet, puisque la SCPI génère des revenus fonciers, donc qui sont taxables. Très taxés. Très taxés. Enfin, la catégorie de revenus qui est la moins bien traitée en France, c'est évident, même s'il y a des stratégies qui peuvent être mises en place par rapport à ça. Donc, dans l'assurance vie, en effet, on peut faire la SCPI, on peut la faire à crédit. Le sous-jacent, à l'intérieur de ce produit-là, ce ne sont que des actifs réels. Ouais. Donc, on sait en permanence, c'est un produit financier qui est ultra transparent, puisqu'on sait tout le temps ce qu'il y a dedans. On a la liste des immeubles, on a à peu près le niveau de cash. C'est tangible et palpable. Donc c'est du réel, c'est du tangible. Ok. J'ai vu passer déjà une question sur ça, et j'imagine qu'on va en avoir quelques-unes. Alors Nadine, justement, on va faire un focus sur l'assurance vie ou le PER, parce que finalement, dans l'absolu, excepté l'avantage fiscal du PER tout de suite, aujourd'hui les PER ont énormément évolué dans leur capacité à donner accès à un ensemble de classes d'actifs, mais l'assurance vie multisupport est quand même très en avance. Quelle allocation? Alors, on a 20 ans devant nous pour ce fameux million. Mais là, aujourd'hui, dans un contexte que j'espère tu vas nous rappeler un petit peu pour que nos auditeurs comprennent un peu ce qui se passe, quelle allocation il faut faire? Comment on construit son contrat assurance vie quand on démarre? Et surtout, comment on le suit dans le temps? Et tu as bien parlé de proactivité, c'est-à-dire de rester, bien sûr, concentré régulièrement. Mais j'imagine que ce n'est pas tous les jours non plus qu'il faut le faire. Exactement. Et c'est vraiment le bon terme, parce que souvent on a tendance à dire, quand on rentre dans des marchés actions, il faut garder du temps d'investissement et regarder globalement, garder du temps devant soi. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est aussi confronté à des crises. On est confronté à des moments où il faut réagir. Il faut agir et réagir, donc il faut suivre avec un horizon de temps qui soit peut-être de quelques mois, quelques années par moment, mais il faut le suivre. C'est-à-dire pas prendre le parti de se dire je vais acheter soit un panier d'actions, soit un certain nombre de fonds représentant une stratégie aujourd'hui et je le regarderai dans 20 ans. Je pense que ça, quelque part, tout le monde a compris qu'il fallait être proactif. Actuellement, on est confronté à une situation macroéconomique que vous avez compris depuis quelques mois un petit peu difficile, avec, alors je ne vais pas refaire toute l'histoire de ce qui s'est passé depuis 3-4 ans, et notamment depuis le Covid, avec effectivement une période d'inflation qui a un petit peu bouleversé les habitudes, parce que tu le disais un peu en introduction, l'inflation et les taux, c'est quelque chose qu'on n'avait plus vécu depuis globalement le début des années 80.
Donc, peu d'entre nous l'avons vécu. Et on se retrouve avec un environnement qui est effectivement inflationniste et qui a entraîné des taux directeurs des banques centrales à être remontés de façon extraordinairement rapide, hein, puisqu'on a pris globalement 4% en l'espace de 18 mois. On le rappelle, Nadine, la mission d'une banque centrale lutter contre l'inflation. Voilà, c'est lutter contre l'inflation Voilà. en montant ou en baissant ses taux. Pour maîtriser une envolée des prix, on monte les taux, ce qui ralentit théoriquement l'économie et les prix. Je fais très très simple, mais Et voilà. Si je voulais rentrer dans les détails, peut-être c'est de dire c'est bien de faire un peu de pédagogie, n'hésite pas. Voilà, que la Banque Centrale Européenne n'a qu'un objectif, passer l'inflation en dessous de 2%. Bien sûr, on a monté jusqu'à pratiquement 9%, voire même on a presque touché 10% en août 2022, de mémoire. Voilà, donc c'est inacceptable pour eux. Donc, quelque part, eux, le principe, c'est d'essayer de refroidir la machine économique. En montant les taux. En montant les taux, puisque en montant les taux, quelque part, les acteurs économiques vont moins consommer, vont moins investir, et ça va calmer cette inflation. Donc, on a effectivement, on est confronté à cette situation qui est un petit peu nouvelle. Une classe d'actifs qui avait complètement disparu de nos portefeuilles depuis 4-5 ans, ce sont les marchés obligataires. Eh oui. Les marchés obligataires, donc, ont vu leur rendement s'apprécier. Alors que, rappelez-vous, il y a 3 ans, on avait pratiquement des taux négatifs, c'est-à-dire qu'il fallait presque payer pour acheter des obligations. Donc là, il y a un changement de paradigme qui est relativement attractif parce que ça nous met une nouvelle classe d'actifs dans nos portefeuilles. Et puis l'avantage des obligations, c'est qu'on voit à peu près là le rendement qu'on va avoir si vous achetez une obligation avec un coupon de 4 et que vous le gardez pendant 5 ans, c'est-à-dire son échéance, vous savez que votre rendement va être autour de 4. Donc parce que pour caricaturer, on devient presque le prêteur de quelqu'un lorsque l'on achète une obligation. Et comme les taux ont monté, forcément, on gagne plus parce qu'on lui prête plus cher. C'est un peu ça. Je résume, pardon. Voilà, exactement. Okay. Donc, quelque part, cette classe d'actifs, elle donne une certaine certitude sur les rendements qu'on peut avoir, même si, comme tu l'as aussi précisé un petit peu, on est dans un environnement plutôt haut. Et on sait que dans les prochaines années, théoriquement, si on suit, on va dire, les théories économiques, on devrait avoir de nouveau une rebaisse qui se fasse. Mais on peut actuellement cristalliser, ce qu'on appelle cristalliser, sur des périodes, alors pas de 20 ans, mais de 5-7 ans, on peut cristalliser des taux d'intérêt qui sont au-dessus de 5% si vous allez prêter à des entreprises privées. Donc on a cette première, on va dire, classe d'actifs qui est un peu le socle, qui était historiquement le socle des allocations, mais qui avait disparu depuis globalement 5-6 ans. Parce qu'elle ne rapportait plus rien. Parce qu'elle ne rapportait plus rien. Le second socle, j'aurais dû presque le mettre en premier. Notre fonds en euros. Évidemment. C'est quand même, on va dire, tous les pays étrangers nous l'envient. Je veux dire, c'est une spécificité française. C'est quelque chose qui est relativement extraordinaire parce que c'est une obligation qui ne perd jamais, qui a peut-être un rendement un petit peu inférieur et qui vous donne la liquidité tous les jours. Donc c'est quelque chose, et puis surtout, on cristallise les coupons chaque année et on vous les reprend jamais. Avec une totale garantie de capital. Avec une garantie de capital. Donc ça, c'est quand même le point principal de nos allocations. C'est un peu, on va dire, c'est un peu le fondamental. Ça vous permet d'envisager le fait que vous ayez besoin d'argent à l'instant T donné, de pouvoir sortir, de pouvoir faire travailler de l'argent. Donc, c'est vraiment, on va dire, le socle. Donc, socle à la fois du fonds en euros, à la fois de ses obligations. Et puis, bon, quand vous avez un horizon de temps un petit peu plus long, forcément, les marchés actions. Alors, je n'ai pas parlé des marchés immobiliers. Bien sûr que les marchés immobiliers apportent de la diversification, de la décorrélation. Moi, souvent, quand je parle de diversification, souvent, on a tendance à dire, si vous avez 5 actifs différents, vous avez l'impression que vous avez diversifié votre portefeuille. Mais si ces 5 actifs se comportent exactement de la même façon, imaginez, vous avez des actions européennes, et puis au sein des actions européennes, vous avez 5 actions du luxe, et elles vont toutes se comporter de la même façon. Donc, votre diversification, elle est un peu feinte. Donc, j'aime bien utiliser le terme de décorrélation. Et c'est vrai que l'avantage de l'immobilier, c'est que ça apporte de la décorrélation. On le voit, il y a des cycles comme les autres marchés, dans lesquels ça passe plus ou moins bien, mais tout au moins, ça apporte une décorrélation par rapport aux actifs financiers classiques. Donc, vous voyez, on a ces 4 classes d'actifs, le fonds en euros, l'obligataire, les marchés actions, l'immobilier, qui apportent quand même cette espèce de diversification, cette décorrélation au cours du temps. Mais il faudra, alors je ne rentre pas forcément dans les détails, on pourra le faire si vous avez des questions de nos auditeurs, mais tout au moins, l'avantage de combiner ces 4 classes d'actifs vous apporte franchement des perspectives de rendement qui sont quand même relativement intéressantes actuellement. Sachant que chacune de ces familles offre finalement beaucoup aussi de solutions différentes, à la fois dans la structure, dans la façon de faire, dans la duration, etc. etc. Exactement. Donc, il y a un grand champ des possibles. On est Exactement. Franck, alors,
Moi, j'aime beaucoup l'immobilier, tu le sais. J'ai t'en une remercie. appétence fondamentale pour la classe d'actifs pierre-papier parce que j'ai découvert, moi, dans ma carrière, que ça n'est pas que de l'immobilier et qu'il y a aussi énormément de travail fait sur cette classe d'actifs et que donc là aussi, quand on veut faire de la SCPI et qu'on se dit j'ai un montant ou je vais emprunter un montant, bah évidemment, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier et on essaie aussi de créer un portefeuille de SCPI. Alors, est-ce que tu peux nous donner, toi, ta vision de ça? Comment on diversifie finalement et quel est un portefeuille qui ressemblerait à quelque chose de cohérent si on a 20 ans devant soi? Sachant qu'il sera évolutif, évidemment aussi. Mais avec moins de mouvement, parce que l'immobilier est quand même plus... Oui, je Plus le disais, régulier. on est sur un temps long, donc les possibilités d'arbitrage existent, bien sûr, mais l'idée, c'est de prendre quand même des positions assez fortes au départ, quitte à arbitrer, mais postérieurement à 10 ans. L'AMF préconise au moins 10 ans de détention, donc c'est déjà un premier horizon. Donc l'idée, c'est AMF, de... Autorité des marchés financiers, pour Pardon. ceux qui ne savent Ouais, pas. c'est vrai, Pardon, non mais on les connaît je suis là tellement pour bien ça. qu'on ne cite Je plus, suis mais là c'est pour vrai que c'est important. Le point clé, c'est que c'est vrai qu'on a, depuis 7 ou 8 ans maintenant, créé des allocations SCPI, parce que les SCPI ont des stratégies différentes, bien sûr, hein, il y a quand même une typicité des maisons de gestion. Chaque maison de gestion peut avoir son approche par conviction, ses façons de faire, hein. Il y a quand même des secret sauce, des éléments de chaque maison de gestion. Et l'idée, c'est de panacher peut-être les maisons de gestion pour avoir des approches différentes et de panacher aussi les approches de stratégie des véhicules. C'est quoi les stratégies de véhicules d'investissement SCPI? C'est typiquement de choisir soit une thématique, la santé. Aujourd'hui, sans acheter des analyses très importantes, les besoins de consommation de soins, le vieillissement de la population, les structures aussi réglementaires sur la santé sont puissantes partout dans le monde et principalement en Europe. Donc c'est Une thématique évidente. thématique évidente. Mais après, ça permet d'aller chercher du commerce. Ça permet d'aller chercher des typologies d'activités, on va dire, type logistique. L'idée, c'est d'être sur des méga tendances. Et l'idée, selon moi, et si j'ai un conseil à donner d'expérience, c'est de rester quand même sur des véhicules qui restent diversifiés. C'est-à-dire qu'on peut jouer une thématique en étant diversifié en termes de secteur. C'est un peu ce que disait Nadine dans son univers. Si je prends Cressalrand chez nous, par exemple, qui est une SCPI qui est dédiée aux grandes enseignes de la distribution, dedans, on va retrouver pas que de l'alimentaire. On retrouve de l'alimentaire, de la jardinerie, du bricolage, ce que j'appelle pas restauration, du snacking, avec des enseignes de restauration rapide, et des poches dites d'opportunité. Donc on a en soi des véhicules, il faut trouver des SCPI qui sont diversifiés dans leur approche, même si elles jouent une thématique. C'est vrai en santé aussi, on en reparlera sans doute, il y a différentes façons de jouer ce sujet de la santé. Donc, c'est le point important. Et deux, aussi, mixer pour moi des SCPI qui seraient en développement avec des logiques de collègues, parce que le kérosène, le carburant principal de la SCPI, c'est sa capacité à investir. Ouais. Alors, bien sûr qu'on peut arbitrer. On est sur du temps long, donc ça veut dire qu'on va acheter des actifs. On peut en arbitrer certains, en optimiser d'autres. Hein, on peut faire des travaux pour en changer la destination. On peut vendre un Jardiland pour racheter un Burger King, par exemple. Donc, on fait ce travail, nous, de gestion. Mais au temps long, il faut rester sur des véhicules qui collectent aussi. Et ça, c'est un point, on en parlera sans doute aussi en termes d'actualité, qui est important pour avoir des véhicules qui sont les plus actifs, les plus effervescents, d'une certaine façon, possible. Justement, l'inconvénient aujourd'hui, tu parlais du besoin de mouvement, etc. L'inconvénient de la SCPI, est-ce que c'est pas un peu son manque de liquidité par moment? C'est-à-dire soit parce que le marché se sclérose et qu'il y a moins de collecte, soit parce que finalement, il faut avoir conscience que quand on investit en SCPI, c'est pas pour sortir de l'argent au bout de 2 ans. Donc dans tous les cas, il faut avoir cette conscience-là quand même. Moi, je suis comme tout le monde là-dessus, je voudrais tout avoir, en fait. Mais, virgule, la SCPI, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de l'immobilier. Donc, sauf à être marchand de biens, on n'achèterait pas un appartement cet après-midi pour le revendre dans 2 mois. Ouais. Donc, quand on fait ces choix d'investissement, on est sur une optique long terme. Donc, la SCPI, la particularité, c'est que les maisons de gestion, dont font partie Intergestion, n'assurent pas la liquidité du véhicule. En gros, si vous voulez rentrer dans le parc d'attractions qu'est la SCPI, il faut que des gens... si vous voulez sortir du parc, il faut qu'il y ait des gens qui rentrent. C'est-à-dire que la liquidité se fait entre les entrées et les sorties. Comme dans le marché immobilier en vrai. Hein. Si vous êtes vendeur de votre bien, qu'il n'y a pas d'acheteur, vous ne le vendez pas. Donc, par contre, s'il y a plein d'acheteurs, on l'a excessivement connu, hein, vous pouvez facilement vendre votre bien. On est encore tout à fait dans cette situation aujourd'hui, même s'il peut y avoir des mouvements
de retrait. Il y a encore beaucoup plus de gens qui veulent rentrer que ceux qui Je veulent te sortir. rassure, Donc, j'ai vu passer des questions déjà on est sur, serein, j'en parlais parce qu'il y a la une notion. actualité, Ouais, mais tout à fait. on verra que le danger d'un marché, c'est de faire de l'amalgame de l'ensemble des véhicules. C'est pas le cas aujourd'hui. Je profite, d'ailleurs, j'ai eu 2 questions de nos auditeurs sur ça, mais j'avais prévu de vous poser la question. Euh, dans les leviers, dans les outils dont on parle pour se créer un patrimoine comme ça, qui soit de 1 million ou pas, mais quand on a du temps, on parle beaucoup en ce moment de private equity. Donc je voulais avoir votre avis, Nadine. Est-ce que d'abord, tu peux nous rappeler très rapidement ce que ça veut dire le private equity, et est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu crois et que tu intègres peut-être, toi, dans tes allocations? Alors, private equity, comme son nom l'indique pas, c'est des actions non cotées, pour faire la différence par rapport aux actions cotées. Donc, ce sont des entreprises qui vont pas se coter en bourse, mais qui vont lever du financement auprès de acteurs de private equity qui vont effectivement lever de l'argent, une espèce de club deal, on peut trouver ça un petit peu dans l'immobilier, et qui vont apporter de l'argent dans une société. Donc, c'est un moyen différent. L'avantage, généralement, le non coté, c'est qu'on n'a pas toute la volatilité des marchés cotés, puisqu'il n'y a pas de cotation au jour le jour. Donc, on est plutôt dans des investissements quand même avec un temps plus long. Généralement, c'est effectivement, c'est presque l'équivalent, on va dire, d'une SCPI. Vous rentrez dans un private equity avec un temps qui vous est donné, un temps d'investissement qui est souvent pas exactement le même que sur les actions cotées, un petit peu plus long. L'avantage que ça a, c'est que ça va éviter les crises. Rappelez-vous, il y a quelques jours, 19 octobre 87, on fêtait l'anniversaire d'un krach boursier relativement important, c'était il y a quelques jours. Donc effectivement, on est un peu à l'abri sur le private equity de ce genre d'accident qui est très anxiogène pour nos clients. Donc on a cet avantage-là. Et puis le second Tu veux dire, il n'y a pas avantage, d'effet de foule comme il peut y avoir en bourse, exactement. où les gens vendent comme ça en seconde. Sur le private equity, ça n'a pas du tout ce même effet. Ça n'a pas ce même effet. Et puis le côté anxiogène de voir sa valeur baisser, même si c'est pas passé forcément grand-chose, c'est toujours, certains clients ne l'acceptent pas. Le private equity, c'est aussi plus direct. C'est aussi quelque part à investir dans un panier d'actions et dans lequel vous avez l'impression quelque part que vous allez pouvoir investir dans des enseignes que vous connaissez, en mutualisant ce risque de petites sociétés, puisque ce sont des plus petites sociétés, mais qui ont l'avantage d'être généralement en croissance, très dynamique. Et voilà, et ça permet peut-être de participer à l'investissement direct, le financement direct des entreprises, du panel industriel et commercial de son pays ou de l'Europe. Et surtout, c'est que les SCPI, le private equity, au travers de fonds aujourd'hui ouverts au grand public, c'était souvent réservé quand même aux institutionnels, aux grands assureurs, aux grandes entreprises, aux trésoreries d'entreprises, aux trésoreries des mutuelles, etc. Depuis plusieurs années, il y a eu des véhicules qui ont été créés spécifiquement. Alors attention, ce sont des véhicules à risque, parce que le private equity est un produit vraiment à risque, mais qui sont ouverts aux particuliers. Donc là aussi, on peut saupoudrer son patrimoine parce qu'avec une vision long terme, on s'offre la possibilité d'aller chercher des rendements sans doute supérieurs à des produits plus garantis, évidemment. Le private equity, il y a eu beaucoup aussi dans l'immobilier. Ça a été un sous-jacent qui a été beaucoup utilisé. Quel est ton avis rapide sur le private equity ? Je dirais que les univers sont similaires au monde financier. On est par définition sur un temps long aussi en immobilier. C'est vrai qu'il y a la satisfaction aussi dans cet investissement, d'investir dans des actifs réels, comme dans la SCPI, mais aussi de contribuer finalement à l'économie, soit en local, soit au niveau France ou Europe. Donc ça, c'est un vrai plus. C'est vrai que les délais d'engagement, le deal de départ est généralement autour de 10 ans. Ou alors c'est des systèmes de portage. Il y a eu un peu de private equity aussi dans l'univers, vendu par des mécaniques de crowdfunding aussi. Donc financement participatif. Voilà, financement participatif, sur lequel on peut associer un petit peu le meilleur de ces deux mondes. Donc il y a des outils nouveaux qui en effet aujourd'hui sont à la disposition des particuliers. Le risque est peut-être plus puissant. Si je compare le crowdfunding immobilier à la SCPI, on est sur un produit pour tous, on va dire, très sécurisé aussi, avec des agréments de nos amis de l'AMF qu'on citait tout à l'heure, donc où on cherche quand même de la pérennité, de la régularité et de la sécurité au long cours. Donc on ne fait pas les foufous en SCPI, on ne prend pas trop de risques. Parce que la performance, on sait que l'un des adages réels, c'est de dire que si on veut une haute performance, il faut prendre plus de risques. Ça reste une évidence sur tous les secteurs. Et donc sur l'aspect du crowdfunding immobilier, on va chercher une performance qui sera supérieure
aux 5 ou 6% qu'on peut donner en SCPI aujourd'hui. Mais c'est un outil aussi qui peut s'utiliser. Et je crois, Nadine, qu'aujourd'hui, il y a des solutions de private equity Au sein de qui ont l'assurance été vie. intégrées Exactement. à l'assurance vie. Donc là aussi, on peut aller dans le meilleur des mondes. Voilà, Vous voyez, quand je vous dis que c'est vraiment le couteau suisse de la gestion de patrimoine, c'est que vraiment l'assurance vie, on peut Voilà. tout faire, quoi. C'est la démocratisation qu'on a connue depuis globalement 3-4 ans, où on a effectivement des fonds. Alors, l'avantage du private equity, c'est qu'on a aussi différentes solutions, c'est-à-dire qu'on a des solutions peut-être un peu moins risquées, avec du rendement un petit peu inférieur, et puis on a des solutions. Donc, on peut aussi panacher cette partie-là, mais n'oubliez pas une chose, ce sont des actions. Ouais. Donc, ça se met dans la poche action. Hein. Quand je te Dans la parlais poche, de dans la grandes poche classes risque. d'actifs, Ouais. voilà, dans les actions, c'est vrai qu'on va avoir des actions cotées, on peut avoir des actions de différents types de pays, de différents types de tendances, et on va avoir aussi une partie de notre private equity qui va être dedans. Très bien. Merci à tous les deux. Alors, je vais maintenant passer au moment que tout le monde attend. Je vais vous décortiquer un cas pratique. Alors, il est important que vous sachiez, on parlait de l'autorité des marchés financiers, mais le métier de conseiller en gestion de patrimoine est très encadré dans l'intérêt de la protection, évidemment, de nos clients, donc de vous, nos auditeurs, j'espère futurs clients. Vous comprenez bien que tout ce qu'on se dit, et puis on va répondre à vos questions, s'il y a plein de questions très intéressantes et beaucoup plus détaillées, tout ça ne correspond pas à chacun d'entre vous. Vous avez chacun une situation particulière. Donc il est très important, avant tout, de poser votre propre situation et de ne pas prendre ce qu'on est en train de dire là pour une vérité universelle, en particulier par rapport à la notion de risque, à la notion de temps. Donc c'est très important, je devais vous le rappeler parce que ce cas concret, j'ai voulu vous faire quelque chose, finalement, un cas de base qui va vous parler de façon très simple et évidemment les proportions, les montants, le niveau de risque qui nous permettrait peut-être d'accélérer ou d'avoir plus, ou le niveau de risque inverse réduit, d'avoir moins ou de prendre plus de temps, serait tout à fait recevable également parce que toutes les performances passées ne présageant pas des performances futures, il faut se projeter dans des schémas, et ces schémas, évidemment, je suis obligé de le rappeler, ne sont que des schémas théoriques. N'hésitez pas, évidemment, à laisser vos coordonnées, à nous poser nos questions, et si on n'a pas le temps d'y répondre pendant ce webinaire, évidemment, je me ferai fort de vous faire des petites vidéos pour répondre à chacun d'entre vous, et mes équipes seront à vos dispositions si vous voulez qu'elles vous contactent pour rentrer un peu plus dans le détail. Alors, j'ai fait quelque chose d'assez simple, parce que j'ai pris une clientèle moyenne d'un site internet, suivez mon regard, de conseil en gestion de patrimoine. Donc la clientèle, j'ai pris un jeune couple d'une trentaine d'années, donc plutôt aux alentours de 35 ans, donc c'est un couple qui n'est pas encore très mature, mais qui a déjà été installé dans la vie, qui a déjà une carrière depuis 10 ans. Donc j'ai choisi un couple qui gagne 3 000 € par mois chacun, ce qui est quand même un couple qui commence à mettre dans une classification CSP assez intéressante, mais c'est un choix que j'ai fait pour simplifier dans le temps ma démonstration, et qui possède 30 000 € chacun d'épargne disponible. Donc 6 000 € de revenus par mois, 60 000 € de liquidité. Pas d'enfants pour l'instant, ils ont une capacité d'emprunt de 2 000 € par mois, à peu près donc 33% des 6 000 € qu'ils gagnent, hein, c'est le principe du taux d'endettement maximum en France, et puis ils ont une capacité d'épargne de 500 € par mois, donc 250 € chacun, qui passera à 1 000 € au bout de 10 ans. Pourquoi ? Parce que il est important de compter, alors je ne peux pas vous faire un schéma parce que à l'oral c'est impossible, épargner, si on met 100 € par mois, il ne faut pas mettre 100 € par mois pendant 20 ans. Il faut faire de l'évolution et petit à petit, dès qu'on a la capacité d'épargner plus, il faut qu'on épargne plus. Là, pour mon exemple, j'ai décidé donc que c'était 100 € par mois les 10 premières années et 100 € par mois les 10 années qui suivent. Donc, mon choix est très simple. Une acquisition de résidence principale. Là, j'avais 2 exemples, et c'est pas par ça qu'ils sont passés, mais moi j'ai fait ce choix-là au départ, et on reste quand même sur quelque chose qui est très très latin. Donc là, j'ai choisi une résidence principale, 20 000 € d'apport, vous permettez d'emprunter 360 000 € sur 20 ans, donc là on est au maximum de la capacité d'emprunt sur la partie résidence principale. J'ai revalorisé le bien immobilier 1,6% par an en moyenne, qui est la moyenne de l'inflation des 20 dernières années. Donc évidemment, rien à voir avec les derniers mois. Et pourquoi j'ai fait cette revalorisation ? Parce que j'ai considéré que le marché immobilier n'évoluait pas dans un sens ou dans un autre, mais que le coût de la vie allait évoluer de 1,6% chaque année pendant 20 ans. Donc, comme le café, comme le pain, il fallait prendre une valorisation. Donc, ces 360 000 sont devenus 487 000 € dans 20 ans. Donc, on a déjà une poche de 487 000 € en 20 ans en épargnant et en habitant sa résidence principale. Je le rappelle, comme ça, on prépare son million,
comme prévu, mais aussi on est logé. Et comme on a fait un emprunt maximum, on protège soi-même et ses enfants à hauteur des 360 000 euros empruntés. Ensuite, j'ai choisi, comme je vous l'avais dit, d'ouvrir un contrat d'assurance vie multi-support. On part du principe qu'on va être plutôt sur un profil équilibré, dynamique, donc on prend un peu de risque. Ça veut dire quoi? Un objectif de rendement moyen de 5%, ce qu'on va appeler un couloir de performance entre 4 et 6. Grosso modo, il y a des années qui seront plus fastes que d'autres. L'idée, c'est d'essayer d'avoir en moyenne, sur 20 ans, ce qui est très long, 5% par an. On met 10 000 euros d'apport et 100 euros par mois pendant 10 ans, puis 200 euros par mois les 10 années suivantes. Eh bien, ça nous donne une somme de 82 000 euros au bout des 20 ans. En parallèle, comme ça tout le monde est content, on fait un plan d'épargne retraite. Là, pas d'apport. Là, on prend un profil équilibré, prudent, donc on prend moins de risques, objectif de rendement de 4%, donc un couloir de performance de 3 à 5. Là, j'ai dit pas d'apport, même principe, on met 100 euros tous les mois pendant 10 ans, puis ensuite 200 euros pour les 10 années d'après. Je vais y arriver, ce qui nous donne 54 000 euros de capital à terme. Et ensuite, eh bien, on utilise également ce qui nous reste de capacité d'emprunt et de capacité d'épargne, c'est-à-dire 300 euros par mois, pour faire du locatif. Donc soit on achète un bien locatif, soit on fait de la SCPI. L'idée est d'aller chercher du loyer qui permet, en plus de cette épargne, d'équilibrer une mensualité d'emprunt et d'utiliser donc, ce que Nadine avait fait au départ dans sa vie, l'effet de levier de crédit pour pouvoir acquérir un bien finalement en ne finançant qu'une partie d'épargne, le reste étant financé par des loyers, voire même par de la défiscalisation pour ceux d'entre vous qui paieraient des impôts et qui voudraient aller encore plus loin. Donc là, l'objectif, c'était d'emprunter 280 000 euros, 15 000 euros d'apport, c'est obligatoire en ce moment au niveau des banques, revalorisation comme pour votre résidence principale de 1,6 par an qui est la moyenne de l'inflation des 20 dernières années, ce qui nous sort quand même un capital de 478 000 euros à terme. Donc on a à ce moment-là un capital de 1 million d'euros cumulé sur 20 ans. On est arrivé sur un cas concret parmi 1000 avec des choses extrêmement simples. Résidence principale, assurance vie, PER et locatif, à avoir son capital acquis, tout en préparant potentiellement sa retraite, en utilisant éventuellement la défiscalisation du PER. Je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque vous savez que vous pouvez déduire les versements annuels que vous faites sur le PER. Donc, en plus, on règle un petit problème de la fiscophobie des Français. Et comme on a, que ce soit sur de la SCPI ou du locatif et sur la résidence principale, pas mal d'immobilier avec le levier du crédit, eh ben on protège quand même beaucoup les siens. Ça, pour moi, c'était un cas concret que je voulais vous partager parce que pour moi, c'est le cas de concret de base. Je pense que proportionnellement, c'est celui qui correspond à la majorité des profils français. Et évidemment, j'ai rien dit, vous pouvez évidemment faire évoluer votre épargne. Et pour ceux qui sont un petit peu plus Yankee dans leur démarche, vous avez aussi toutes les nouvelles classes d'actifs. Franck a dit tout à l'heure, parler de crypto, donc on peut aussi parler des crypto-actifs, on peut aussi parler de ce genre de support-là, que je n'ai pas mis de côté exprès. Là, je voulais faire quelque chose de très simple, mais évidemment, selon vos profils et vos appétences, vous pouvez arbitrer entre ces classes d'actifs ou remplacer l'une par des classes d'actifs peut-être plus dynamiques, mais là, malheureusement, je ne peux pas passer la journée à faire des cas particuliers. Alors, à tous les deux, déjà, sur ce cas précis, j'espère avoir été à peu près clair. C'est pas simple, sans visuel, mais évidemment, revenez vers nous, laissez vos coordonnées, on vous enverra tous les détails de ce calcul et puis d'autres potentiels calculs selon votre profil. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une petite astuce à laquelle j'ai pas pensé? Nadine, par exemple. Je pense que tu as couvert déjà pas mal de choses. Je pense que le point important, et c'est peut-être ce que je voulais souligner, c'est peut-être la petite astuce que je voudrais donner, c'est programmation des revenus, de l'épargne future, pardon, pas des revenus, mais de l'épargne future. C'est-à-dire, c'est d'investir, notamment dans les marchés financiers, de façon régulière et de gommer un petit peu toutes les problématiques de crise. Parce que, comme tu le disais en préambule, je veux dire, les marchés financiers ne suivent pas une ligne très continue. On est peut-être, l'immobilier est peut-être plus résilient à ce niveau-là. Nous, on a des périodes de crise. Je disais, je parlais de 87, on peut parler de 2008, on peut parler de 2020. Donc, on a eu un certain nombre de crises. Par contre, quand vous avez la capacité d'investir régulièrement dans les mêmes supports ou dans des supports, je veux dire, au fur et à mesure du temps, vous lissez ces points d'entrée et vous lissez
et vous évitez un peu le paradoxe de se dire, ah bah, j'ai fait un bon investissement, mais j'étais pas au bon timing. Ouais. Donc voilà, donc on évite ces problèmes de timing, et je pense que ça, c'est très important de garder ça en tête. Ne pas y aller en une seule fois, d'y aller effectivement de façon programmée. Très bien. Tu es un peu d'accord avec ça, j'imagine. Franck, tu as une autre Oui, petite l'épargne astuce? programmée, moi je suis totalement fan. On peut le faire aussi en SCPI. Je dirais que mission remplie pour le million, dans l'exemple, donc bravo. Ça montre la puissance quand même de l'immobilier, qui est le patrimoine qu'on peut se constituer aussi à crédit. C'est une chance qu'on a par rapport aux financiers où c'est plus dur d'avoir un crédit dans sa banque pour faire un portefeuille. Un des points qu'on peut rajouter, il y aura forcément le fait de réinvestir automatiquement ses revenus, qui vient aussi doper la performance sur du très long terme. 20 ans comme ça, les simulations sont généralement puissantes. Et puis il y a le fait que la SCPI soit dans l'immobilier, il y a le fait d'investir en démembrement. Le mot n'est pas beau, mais ça veut dire acheter la propriété sans les revenus, finalement. Si on est fiscalisé, c'est plutôt sympa, parce que pas de revenus, pas d'impôts. Ouais. Et ça permet d'acheter en décote. J'ai envie de dire que sur 20 ans, on paierait 60% un truc qui vaudrait 100. Comme on n'a pas les revenus, Voilà, évidemment, on n'achète que la nue propriété, elle coûte moins cher. Voilà. Et comme on le fait en temporaire, ce qui est très sympa, c'est que si mon projet est à 20 ans, ou à 10 ans, ou de 1 à 20 ans, comme on veut, graduer comme on veut, on peut acheter avec une décote. Donc on paye moins cher le prix d'une part de SCPI. Et au terme du démembrement programmé, au bout de 20 ans, on retrouve la pleine propriété, la mécanique des revenus qui chez nous est mensuelle, etc. Donc, pas de revenus, pas d'impôts. J'ai eu un bien qui à forte décote, avec un peu de chance. La part de la SCPI, c'est apprécié aussi au fil de l'eau. Donc, on a créé de la valeur immobilière. Donc, ça peut être sympa quand on paye des impôts. Bon, comme vous le voyez, juste en 2 questions, on peut avoir des astuces, mais qui remettent en question complètement le cas concret. Mais merci beaucoup, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'astuces et que c'est pas simplement l'épargne, c'est pas un livret ou un bien immobilier. Dans chacune des classes d'actifs, il y a énormément de façons de le faire, d'un point de vue légal, si on utilise le démembrement par exemple, d'un point de vue aussi, j'ai envie de dire, stratégie, avec des versements programmés, une gestion plus ou moins active. On peut aussi mettre des limites d'investissement. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a énormément de choses que l'on peut faire, nous, conseillers en gestion de patrimoine, grâce à nos partenaires. Allez, pour finir, on a quelques questions, parce qu'évidemment, vous n'allez pas y échapper. Bon, évidemment, là j'ai une question. Bon, j'ai 23 ans, j'ai encore rien fait en investissement. Je vais maintenant commencer. Quel serait le premier placement à faire? Je vous le redis, moi, je pense que c'est plutôt l'immobilier. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, même si les taux sont élevés, si vous avez la possibilité d'être finançable et si vous avez les moyens de le financer, prenez l'immobilier, parce que la pierre, que ce soit votre résidence principale ou du locatif, c'est une vision long terme et c'est quelque chose qui vous oblige à épargner, parce qu'une fois qu'on a emprunté pour rembourser, quelque part, on n'a pas le choix. Et donc, on organise son patrimoine autour de ça. Et c'est un effort d'épargne qu'on ne va pas, du jour au lendemain, stopper au moindre accident pour pouvoir aller dépenser son argent ailleurs. Bon, je ne veux pas répondre à votre place, mais vraisemblablement, Nadine, elle avait plutôt commencé par les marchés financiers, vraisemblablement. Oui, mais quelque part, ça nécessite quand même d'avoir un petit peu de patrimoine, déjà, pour commencer sur les marchés financiers. C'est quand même la différence. C'est vrai. L'avantage de l'immobilier, c'est qu'on peut s'endetter. Et démarrer. Alors que généralement, démarrer relativement sans pas grand-chose, alors que les marchés financiers, si vous partez même avec peu de choses, ça risque d'être un petit peu long à se constituer. Très juste, très juste. Peut-on atteindre le million avec des placements plus garantis? Là, je réponds en 1 minute, évidemment. Là aussi, on creusera cette question plus en détail si vous voulez. J'ai peur qu'à ce moment-là, il faille plus de temps. Parce que si on prend plus de garanties, mes invités l'ont bien expliqué. Là, on parle de garantie. Garantie, ça veut dire des placements comme le livret A, comme le fonds euro. Donc, on dépasse rarement 3% de rendement. Et c'est pas avec ça qu'on peut acquérir finalement 1 million d'euros en 20 ans. Mais je serai à votre disposition pour y répondre. Allez, un peu plus en détail. Nadine, petite question. Quels sont les risques simples aujourd'hui? Quels sont les grands risques qu'on prend en investissant dans les marchés financiers en ce moment? Ils sont permanents. J'ai envie de dire, ils ne sont pas spécifiques à la période. Alors la période, c'est quelque chose qui peut aller vite. Je veux dire, les problématiques d'inflation que l'on connaît, dans 6 mois, dans 1 an, il peut avoir disparu. Donc moi, j'étais plutôt dans un environnement de 20 ans. Quels sont les risques auxquels on peut être confronté? C'est des risques justement de cycle économique. C'est des risques d'affaiblissement de l'économie qui va entraîner peut-être une perte de valeur de certaines entreprises. Mais c'est constant. Mais c'est constant, voilà, exactement. C'est quelque chose qu'il faut justement, pour la meilleure façon pour l'éviter, ou la seule façon pour l'éviter, c'est de diversifier.
diversifié en termes, alors on l'a vu en termes de classe d'actifs, mais si on devait parler sur le marché action, c'est lui qui génère, on va dire, généralement le plus de risques, c'est ne pas oublier qu'on a une diversification géographique. Donc, on a tendance souvent à regarder les actions européennes ou les actions françaises. Il y a quand même un monde autour de nous, les actions américaines, les actions asiatiques. Donc déjà, cette diversification géographique me paraît essentielle pour un patrimoine, quel qu'il soit. Ensuite, on peut aller jouer peut-être plus des tendances. On voit très bien que les tendances sur le développement durable, c'est quelque chose dans lequel c'est des méga tendances. On a l'impression qu'à moyen terme, il va falloir que tout le monde investisse dans ces industries-là, plus propres, plus pérenne pour la planète, plus axée sur la biodiversité, la défense de la biodiversité et un certain nombre de sujets autour de cela. Donc on voit que ce sont des thématiques qui peuvent être créatrices de valeur. Toute la partie, on n'en a pas parlé non plus, technologique, l'intelligence artificielle génératrice. Bon, on a un certain nombre de sujets dans lesquels, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir de mixer différents types de risques pour justement éviter les creux de marché qui sont souvent constitués par des chocs macroéconomiques, par la survenance de l'inflation, par le fait que l'économie est en train de ralentir. Donc voilà, sur la Mais il ne période... faut pas oublier qu'il est là. Le Oui, risque il est est là. là, et Le risque est si là. on n'est pas prêt à en Exactement. prendre, il y a une grande partie quand même des marchés qu'on oublie. Voilà, vraiment. Mais on part du principe que l'investissement long sur les marchés actions vont faire en sorte que vous allez pouvoir prendre des cycles positifs, des cycles négatifs. Cet investissement programmé dont on ne cesse de parler, à mon sens, il est là aussi pour faire en sorte que, naturellement, c'est pas évident d'investir quand les choses sont pas forcément très positives. Évidemment. Par contre, si vous avez mis en place, c'est comme un emprunt, c'est comme le remboursement d'emprunt, il faut pas se poser de questions. Si vous mettez en place un investissement progressif, c'est peut-être au moment où les choses sont le plus difficiles, le plus, on va dire, les plus noires, que vous allez faire les meilleures affaires. Parce que c'est pas forcément intuitif d'aller acheter une action qui est en train de baisser. Or, c'est peut-être là où 5 ans plus tard, le rebond sera significatif. Donc voilà, ça casse un petit peu aussi l'aspect psychologique. Alors, on a tendance souvent, quelque part, on s'aperçoit que investir en bourse, il y a beaucoup de psychologie négative qui va se mettre autour de cela. On est rassuré quand on voit un marché monter, on est défiant lorsque le marché baisse, alors qu'en fait, il faudrait presque faire l'inverse. Faire l'inverse, c'est-à-dire vendre quand le marché monte et acheter quand le marché baisse. Donc le programmer, pour ça vous évite ces biais psychologiques et je pense que ça c'est très, très intéressant à garder en tête. Très bien, merci beaucoup. Franck, sur le risque immobilier, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui s'entendent et je pense que nos auditeurs aujourd'hui et spectateurs aujourd'hui ont entendu parler finalement de ce qui se passe autour de la pierre papier et de la SCPI. Paul me dit qu'il a entendu que les SCPI se dévalorisaient en ce moment. Alors est-ce que tu peux rapidement nous expliquer pourquoi et est-ce que cela touche toutes les SCPI, nous dit-il ? Alors, personne n'est étanche à la macroéconomie. C'est-à-dire que quand les taux, très basiquement, quand les taux montent, les valeurs dans l'immobilier baissent, si je schématise. Donc, aucun de nous ne s'extourne de ça, mais il y a aujourd'hui une vingtaine des SCPI qui ont baissé leur valeur. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient aussi des actifs qui s'étaient fortement dépréciés, des typologies d'actifs, principalement dans du bureau, non pas vintage, un peu ancien, sur des usages qui ont pas mal changé dans le bureau, on l'a vu en post-Covid, et avec peut-être aussi un impact on va dire de tout ce qui est ESG, etc., dans tout ce qui est verdissement de l'immobilier, avec des investissements des besoins de mise aux normes, etc. D'accord. Et puis finalement, en immobilier, le danger de l'immobilier, le danger de la SCPI, c'est le locataire. Pourquoi je parlais du locataire au centre chez Intergestion, c'est que si vous avez le plus bel immeuble du monde au meilleur emplacement, s'il n'y a pas de locataire ou si le locataire ne paye pas, le truc ne marche pas. Donc en fait, les vacances, c'est-à-dire le fait d'avoir des locaux vides, se paye très cher aussi en expertise. Et donc, chaque année, on expertise le patrimoine de manière indépendante sur la SCPI. Photographie du patrimoine, c'est ce que je dis, on a le cliché. Dans un rapport qui fait 47 pages, c'est vrai, mais il faut trouver le cliché. Je vous indiquerai les pages. Mais globalement, vous avez la photo du patrimoine, la valeur, de manière indépendante. Et cette valeur sert de référence au prix de part. Si votre patrimoine baisse, vous ne pouvez pas laisser indéfiniment votre prix de part au même moment, vous êtes obligé de l'accorder. Dans l'autre sens aussi ? Dans l'autre sens aussi. Ouais, et ça, je pourrais en parler, parce qu'on est plutôt dans cet autre sens, on a cette chance, en tout cas chez Intergestion, ou ce bon timing. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a à peu près 200 véhicules, 200 SCPI sur le marché. C'est 20 SCPI qui ont baissé leur prix de part. Donc, il ne s'agit pas d'une épidémie. D'une certaine façon, on revient sur les basiques de l'immobilier. On ne fait pas de la finance, nous on fait de l'immobilier. Est-ce que j'achète à un bon prix ? Est-ce que je négocie un bail qui est sécurisé pour avoir est-ce que je trouve un bon locataire ? Est-ce que j'encaisse bien les loyers ?
pour les redistribuer aux associés des SCPI. Si on reste sur cette règle-là, on peut créer de la valeur immobilière. C'est vrai aussi dans le monde des actifs financiers. Quel que soit le contexte, il n'y a pas de miracle. Mais on peut créer... non, moi, c'est la montre ultra C'est la technologique. montre ultra technologique. C'est la montre ultra technologique. J'ai une question pour toi. Tu m'as fait penser. En tout cas, on peut créer de la valeur immobilière, y compris dans ce contexte-là. J'ai envie de dire, les pessimistes font de l'audience, les optimistes gagnent de l'argent, donc restons optimistes. Et c'est un bon moment, dans les moments de crise, d'investir. On a sur le marché immobilier aujourd'hui, quand vous avez du cash en SCPI, sur un marché qui est baissier, vous faites forcément de très bonnes affaires à ISO qualité, c'est-à-dire qu'on ne prend pas plus de risques en achetant aujourd'hui à plus de 7% quand on pouvait acheter à 5,5% il y a 18 mois. Donc, c'est un très bon moment pour investir de manière programmée ou même en investissement one-shot. Il faut bien choisir, quoi. Il faut juste bien choisir le bon véhicule pour aller loin. Et on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et on ne met pas tous ses œufs dans le panier, ça c'est clair. Nadine, à cause de ta montre connectée, je suis obligé de te poser la question. Alors, la question part un peu dans tous les sens. Mais en gros, je pense que c'est un auditeur qui est plutôt assez jeune, qui nous dit, sur 20 ans, le plus simple pour faire 1 million, c'est on met de la crypto, du Nvidia et les GAFAM. Est-ce que tu partages finalement cet avis qu'en fin de compte, parce qu'on pourrait le prouver, je pense sans doute avec l'action Apple, que des fois, il y a des coups de peau, on va dire ça comme ça, et il suffirait de pas grand-chose. Est-ce qu'on peut rappeler quand même à cet auditeur que c'est pas si simple que ça, et qu'il faut éviter justement de faire peut-être ce genre d'erreur, parce que des Apple, il y en a pas des millions. Et surtout, je pense que quelque part, on parle toujours d'histoire, et je pense que c'est pas inintéressant si on devait se rapporter à il y a 20 ans, d'accord ? Pas dans 20 ans, mais il y a 20 ans, on va dire, allez, 21, 22 ans, on était dans une crise qui faisait que il y a un certain nombre, rappelez-vous, le dot-com, ce qu'on a appelé. C'était début des années 2000, ça. Début des années 2000, dans lequel il y a un certain nombre de sociétés qui étaient cotées à des niveaux absolument extraordinaires, qui ont juste disparu. Donc personne ne peut dire, si effectivement, alors tu citais Apple, tu citais Nvidia, je ne suis pas forcément persuadé que Nvidia existera toujours dans 20 ans. Il sera peut-être dépassé technologiquement dans 5 ans, dans 6 ans. Donc je veux dire... Oui, il y a certains, on parle toujours des paris gagnants. Je ne pense pas que les possesseurs de Canal+ ou de Vivendi, qui existent pourtant toujours, il y a 21 ou 22 ans, aient récupéré leur niveau de cours de l'époque. Ou Yahoo, ou AOL, enfin il y a plein d'exemples énormes. Et on parle de tous ces gens-là, qui ont, la plupart d'entre eux ont même carrément disparu. Donc je parlais même de gens qui étaient toujours là, mais dont le cours de l'action est toujours plus bas qu'il ne l'était il y a 20 ans. Donc voilà, tout ça pour dire, c'est que l'investissement d'aujourd'hui, c'est pas l'investissement de demain. Les sociétés évoluent. On voit qu'il y a effectivement des ruptures technologiques, des évolutions de la créativité qui ne permet pas de se dire qu'ils vont être vraiment les gagnants de. Et je veux dire, regardez, le parcours d'Apple même lui-même n'a été quand même pas semé d'épines au départ. Bien sûr, effectivement, au début, il a été quand même pas loin de la faillite. Donc voilà, tout ça pour dire que, encore une fois, diversification. Si vous voulez mettre de la technologie, je pense que c'est une bonne idée. Si vous voulez faire de la crypto, c'est une bonne idée. Il faut juste en mettre d'une façon relativement raisonnée dans votre portefeuille. Et pareil, aller les diversifier. C'est-à-dire, effectivement, ne pas forcément racheter des GAFAM, racheter des fonds technologiques qui vous permettront d'accéder aux gagnants de demain, qui ne sont pas forcément les gagnants d'aujourd'hui. Pour les cryptos, j'en profite, surtout si vous êtes tenté d'aller sur cette classe d'actifs, passer par un prestataire de services d'actifs numériques, les fameux PSAN, évitez de le faire seul. Il y a eu un très grand scandale en ce moment parce que justement des plateformes internationalisées ont profité comme ça finalement d'une certaine forme de gourmandise qu'on a tous eu pour cette classe d'actifs qui a de l'avenir. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui restent sur le carreau. Donc soyez très prudents aussi dans l'intermédiaire qu'on choisit lorsqu'on fait un produit financier. Et on le sait tous les trois parce qu'on est très surveillés, mais dans l'intérêt de nos clients, mais également dans l'intérêt de la pérennité de nos propres activités. Allez, pour finir, parce que ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on est ensemble, petite question alors très concrète pour toi, Franck, pour finir. Tu as parlé, je crois, tout à l'heure de Burger King et de Jardiland. J'ai une question de Charlotte qui nous demande de te donner un exemple finalement d'immeuble que possède, j'imagine, une de tes SCPI et que tu aimes bien et qui parlerait aux gens concrètement. Alors, chez Intergestion, on n'aime pas trop les
les actifs qu'on met en plaquettes, vous savez, en vitrine. On considère que la forêt est plus importante qu'un seul arbre. Donc, on n'aime pas parler forcément d'un seul actif, mais peut-être d'appréhender notre lecture de la santé. Il y a plein de façons d'investir dans l'immobilier de santé aujourd'hui. Principalement, on parle beaucoup des cliniques, des EHPAD. Pour nous, un univers qui est très intéressant, mais très réglementé. On va, par exemple, nous, investir dans ce qu'on appelle la santé de proximité, qui concerne les Français et les Européens. Ça veut dire que c'est de la consommation de soins au quotidien. Ce sont des laboratoires d'analyse médicale, des regroupements de chirurgiens dentistes. Des petits cabinets médicaux, des choses comme voilà, ça ce type d'activité, Génial. avec des locataires qui ont des patientèles, donc qui n'ont pas de clientèle, hein, qui vont rester longtemps, qui sont robustes. Et avec un sujet de la réglementation des déremboursements, par exemple, qui est beaucoup moins puissant que sur certains autres modèles. Donc, c'est un modèle pour nous qui est très pérenne, sur lequel il est complexe d'investir parce que c'est morcelé, c'est-à-dire qu'il faut acheter plein de petits actifs et pas un très gros truc. Donc, ça demande une gymnastique, une mécanique d'investissement qui est rapide, agile, mais c'est typiquement aujourd'hui une classe d'actifs qui est solide en valeur, qui est rentable et qui, au long cours, c'est-à-dire avec des baux très longs et des locataires qui vont rester très longtemps de notre point de vue. Oui, et puis qui peuvent se remplacer. S'il y en a un qui part à la et retraite, un absolument, autre peut récupérer. et qui sont dans la vie des Français, des Européens, qui ont besoin de cette consommation-là. Bon, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Ma chère Charlotte, j'espère que vous avez eu votre réponse. Alors, je vais conclure. Mais d'abord, à nouveau, merci pour l'ensemble des éclairages que vous avez apportés. On pourrait passer beaucoup plus de temps parce que, évidemment, on le redit, toutes les classes d'actifs peuvent être déployées en termes de savoir-faire, de méthodes, de stratégies, etc. Donc là, on a essayé de concentrer un maximum d'informations. J'espère que ce webinaire 1 million dans 20 ans, un cas concret, vous a plu. Je vous le redis, ce cas concret était un exemple. Je suis obligé de faire des disclaimers, c'est important que vous ayez bien ça en tête. Et c'est votre cas particulier, ce sont vos objectifs, votre horizon de placement, comme le rappelait Nadine, qui fera finalement combien vous aurez dans combien de temps. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes de Net Investissement ou plus globalement d'un conseiller en gestion de patrimoine pour poser à plat votre situation et créer finalement votre propre objectif d'1 million sur 20 ans ou de 2 millions sur 40. Vous faites ce que vous voulez. J'espère en tout cas que vous êtes content de ce moment passé entre nous. Je vous rappelle de retourner toujours bien vous inscrire sur notre newsletter. Vous nous suivez sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous aurez tous les détails de ces informations. On se retrouve très bientôt et continuez à nous envoyer vos questions. On y répondra évidemment de façon personnalisée. À très bientôt. Prenez soin de vous.